Câble secret. À couper le souffle et qui fait peur. 37% vont acheter le Vision Pro. Réunion de crise. Trucs et astuces. Vendredi 9 juin 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 413. Bonjour à toutes et à tous. Un épisode qui conclut notre couverture de la WWDC 2023 avec le soutien de Eve EVE dont vous connaissez les produits connectés, une technologie d'avenir avec l'intégration de Matter, le nouveau standard domotique universel, mais aussi de Thread, une intégration à la maison avec les accessoires d'autres fabricants pour une expérience utilisateur unifiée et une confidentialité absolue, pas d'inscription, pas de pistage, aucune dépendance vis-à-vis d'un cloud. Tout se passe en local avec une communication directe entre les appareils Eve et les smartphones ou les concentrateurs. Enfin, le design a été plébiscité de nombreuses fois. Merci donc à Eve pour son soutien lors de cette WWDC 2023. Le Vision Pro a un fil à la patte connu, celui qui mène à la batterie externe. Vous le savez, Apple ne l'a pas caché pendant la keynote, mais avez-vous regardé l'autre keynote, la plateforme State of the Union, plus technique et vraiment destinée aux développeurs? On y aperçoit un câble USB-C branché de l'autre côté du masque, le côté droit, et sur un plan, on voit le Vision Pro ainsi équipé posé sur un bureau à côté d'un Mac Studio. Alors Fabrice, il s'agit probablement d'un connecteur pour utiliser Xcode et tester ses apps directement dans le masque, mais on n'en est pas sûr à 100% non plus. Alors, je mettrais bien une pièce quand même dessus, parce que c'est comme ça qu'on fait avec Xcode quand même. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est développeur, il y a un simulateur, quand on développe pour iPhone, il y a un simulateur qu'on peut mettre à côté d'Xcode et on voit comment se comporte l'application qu'on est en train de développer. Ensuite, il y a des moments, on aime bien pouvoir tester directement sur l'appareil en lui-même. Alors, on peut le faire en Wi-Fi avec Xcode, mais c'est souvent un peu plus long. Donc, on branche un câble et on dit dans Xcode, tiens, envoie le code là et fais tourner ça sur l'iPhone pour voir comment ça se comporte véritablement. C'est vraiment intéressant pour tester une application qui fait l'usage de l'appareil photo, par exemple. Et on est en plein dedans avec le Vision Pro, c'est-à-dire que forcément, on est dans l'image. Donc on va vouloir avoir envie de voir comment ça se passe à l'intérieur du masque, puisqu'en plus si c'est de l'immersif ou en tout cas donc de la réalité mixte, augmentée, ceci, cela, forcément c'est pour avoir l'effet dans le masque, donc ça me paraîtrait normal que ce soit au moins pour ça. Et puis d'autant plus que si c'est de l'image, ça va être lourd, et donc faire ça en Wi-Fi vaut mieux un câble USB-C Thunderbolt qui dépote pour envoyer à toute berzingue tous les éléments graphiques utilisés dans l'application en question. Et Apple nous a appris mardi à Cupertino que la prochaine version bêta de Xcode et le fameux simulateur seraient disponibles pour les développeurs avant la fin du mois de juin. Les tout premiers tests du Vision Pro ont commencé à sortir. Je ne vous les conseille pas tous, mais je vous recommande par exemple la prise en main réalisée par notre confrère Nicolas Lelouch pour Numérama. Vous vous demanderez pourquoi tous les journalistes à l'Apple Park lundi dernier n'ont pas pu essayer le masque de réalité d'Apple. En fait, seuls ceux qui étaient invités par Apple ont eu cette possibilité. Et parmi eux, David Pogg sur Medium qui résume sa demi-heure avec le Vision Pro ainsi: un condensé de technologie à couper le souffle et qui fait aussi un peu peur, Fabrice. C'est intéressant, alors, deux raisons déjà, parce que David Pogg a fait partie des 4 premiers journalistes à tester l'iPhone en 2007. Il avait été confié seulement à 4 personnes, il en faisait partie. Il travaillait pour le New York Times à l'époque. Donc, en termes historiques et de relations avec Apple, c'est intéressant. Et puis, c'est un journaliste qui est réputé pour... il a fait plein de bouquins, etc. Donc, il est très, très précis dans ce qu'il dit. Des fois, on le taxe un peu aussi de pro-Apple. Bon, mais c'est comme ça. Il a des bonnes relations avec Apple, en tout cas. Et puis, son expérience est très représentative et un peu un résumé des expériences globalement de tout le monde, en disant... ce qu'on pouvait en déduire en voyant la présentation du Vision Pro, c'est que effectivement l'ensemble des technologies utilisées, c'est quand même incroyable.
mais qu'on se demande encore un petit peu d'abord exactement à quoi ça va servir, et puis peut-être que cette vision de l'informatique n'est pas forcément celle de tout le monde. C'est ce qu'avait dit Ellie, par exemple, dans notre épisode 141. Et puis, quelques petits bouts intéressants. Il dit aussi, comme d'autres, que finalement, le casque est assez lourd sur la tête. Moi, c'est ce que j'ai retenu. On avait noté depuis le début, depuis que Mark Gurman nous l'avait confirmé avant la sortie, qu'il n'y avait pas de batterie dans le masque, qu'on le apporte à la ceinture, justement pour que ce soit pas trop lourd. Mais comme le masque est en verre et en métal, eh ben, il doit faire dans les 600 grammes et il est assez lourd. On a vu dans très très peu d'images qu'il pouvait y avoir un bandeau qui se place par-dessus la tête aussi, en plus du bandeau qui va autour et derrière la tête. Ben, ça va peut-être pas être aussi confortable qu'on l'espérerait pour pouvoir le porter longtemps, et ça va être un vrai problème pour l'utilisation de ce masque, comme pour les autres. Plus d'un lecteur sur 3 de 9 to 5 Mac achètera le Vision Pro à sa sortie, quoi qu'il en coûte. 37% précisément, soit près de 8700 des 23 000 lecteurs qui ont déjà participé au sondage, et ils sont plus de 24%, c'est quand même la majorité, à le trouver soit trop cher, soit à dire qu'ils ne sont pas intéressés. Mais Fabrice, le prix est sans doute la raison numéro 1 de ce refus. Ben oui, et puis ceux qui ont déclaré qu'ils l'achèteraient, j'y crois qu'à moitié, parce que... alors, il y a plusieurs raisons pour ça, parce que c'est vraiment très cher. Ensuite, on vient de voir la démonstration, et il ne sera disponible que dans plusieurs mois, donc ça va laisser à pas mal de gens le temps de réfléchir, et donc probablement de se refroidir la tête un petit peu. Et puis on va voir au fur et à mesure des mois, avec des nouvelles démonstrations, certainement des annonces d'applications, etc., ce qu'il en sera vraiment. On verra ça. Et puis dernier point, je me dis que donc ça fait 8700 lecteurs. Est-ce que je force un peu le trait, mais est-ce qu'Apple aura été capable d'en fabriquer autant? C'est même pas sûr. Vision Pro n'apporte aucune innovation. En tout cas, ce n'est pas de cet avenir de l'informatique-là dont j'ai envie. C'est Mark Zuckerberg qui l'a dit dans sa première réaction après l'annonce du masque de réalité mixte d'Apple, et il affirme que ces annonces sont la démonstration des différences de vision et de valeur entre les deux entreprises. Il s'est même gentiment moqué de l'image utilisée par Apple d'une personne seule dans son canapé. Ce n'est pas l'avenir dont j'ai envie, a répété Zuckerberg lors d'une rencontre avec les salariés de Meta, qui pourrait presque ressembler à une petite réunion de crise, ou en tout cas pour désamorcer une certaine forme d'inquiétude face à cette nouvelle concurrence, Fabrice. Alors, c'est vraiment amusant, parce qu'on a fait référence juste dans le sujet précédent à justement l'avenir de l'informatique. C'était pas forcément celui-là dont on avait envie. Sauf que l'avenir proposé par Apple est plus proche de ce dont on a envie que ce que Facebook n'a jamais pu proposer, Meta, pardon. Parce que et c'est quand même terrifiant ce que propose Meta avec les MetaQuest, et on a vu des photos justement de Mark Zuckerberg et aussi de conférences de présentation de casques Oculus, avec tout le monde dans la salle avec des masques en plus noirs, donc complètement isolé du monde. Alors là, pour le coup, vraiment complètement. Et c'était affreux, justement, comme vision. On a tous remarqué que pendant la présentation de Vision Pro, on ne voyait de personnes le porter que dans la vidéo. Aucun des patrons d'Apple, Tim Cook, Craig Federighi, etc., ne l'ont jamais porté sur leur tête. Alors, si on est méchant, on dit que c'est parce qu'ils ont peur du ridicule. Sinon, si on est plus raisonnable, on se dit c'est parce que, de toute façon, c'est un produit qui est pas totalement prêt. Et ils ont justement pas envie de montrer quelque chose qui ressemble à l'avenir proposé par Mark Zuckerberg, qui dit absolument que ça peut être social, avec des photos où plus personne ne se voit jamais en vrai. Au contraire de ce que propose Apple, justement. Donc, je pense qu'ils ont vraiment peur. 3500$, ça fait pas peur, justement. On se dit, c'est beaucoup trop cher, et ceux de Meta, c'est beaucoup moins cher. Mais en termes d'utilisation de ce que propose Apple, quand même, on est dans une autre dimension, me semble-t-il. Et tu connais l'histoire de cette photo avec Mark Zuckerberg que tu viens d'évoquer? Tu vas nous la rappeler, je sais pas exactement à quoi tu fais référence. Ah oui, parce que c'était au Mobile World Congress 2016, j'étais dans la salle. Ouais. C'était une conférence Samsung. Chaque siège était équipé d'un casque VR de Samsung. On nous a demandé de mettre les masques,
Et une fois que tout le monde était équipé, Zuckerberg est entré dans la salle. Personne ne l'a vu puisqu'on était tous avec les yeux dans le masque. Et donc, ils ont pu faire cette photo de Mark Zuckerberg debout en train de marcher au milieu d'une marée humaine de gens équipés d'un casque de réalité virtuelle. Cette photo a fait le tour du monde évidemment et on en reparle encore alors que ça fait 7 ans. Mais oui, mais c'est là où déjà, moi le premier, j'ai des doutes sur cette informatique de l'isolement, c'est même comme ça que je l'ai écrit avec le masque d'Apple. Malgré tous les efforts d'Apple pour dire justement on n'est pas isolé du monde, on voit les gens qui se présentent dans la pièce, etc. Mais là, cette vision très 1984 de cette photo Zuckerberg et Meta, c'est affreux, quoi. Exactement. C'est affreux. Donc non. Et puis on termine avec une nouveauté proposée aux développeurs avec iOS, iPadOS, tvOS 17, watchOS 10, macOS 14 Sonoma. Inclure des trucs et astuces dans leurs applis, on appelle ça des tips en anglais, et l'objectif c'est de guider les utilisateurs pour qu'ils découvrent des fonctions plus ou moins cachées dans les apps, Fabrice. Alors c'est bien que ça existe, là aussi beaucoup de gens se plaignent, et moi le premier, que de plus en plus des fonctions sont difficiles à découvrir dans l'interface graphique, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. C'est très difficile à faire des interfaces graphiques, on sait bien, et Apple est plutôt bonne sur le sujet. Certains se rappellent peut-être que justement, il y a un vice-président d'Apple qui n'est pas mon meilleur copain, qui s'appelle Alan Dye, qui je le rend responsable de certaines fonctions qui sont un peu cachées dans les interfaces. Sur Mac, par exemple, quand on est dans l'application Mail, pour dérouler un truc, il faut savoir qu'il y a un petit bouton pour dérouler un menu, pour y aller avec la souris et faire apparaître le bouton en question, sinon on ne le voit pas. Donc le problème de découverte des fonctions, c'est absolument capital. Et macOS et iOS se sont pas améliorés dans ce domaine. Donc c'est une façon de faire. On sait aussi que malheureusement, enfin je sais pas comment ça va s'afficher, parce que malheureusement quand il y a des petites fenêtres qui s'affichent pour dire savez-vous que vous pouvez faire ci ou ça dans les applications, on a tendance à pas les lire, quoi. Voilà. Donc j'ai peur que ce ne soit qu'un pis-aller. La quotidienne iWeek revient lundi.